Bonjour, aujourd'hui c'est le 4 juillet. On va monter vers la maison de la dame qui a un chat. Alors pour les nouveaux abonnés, ils ne sont pas au courant, mais quand ma voisine s'absente, je vais donner à manger au chat. Et grâce à une dame qui s'appelle Cannelle qui m'a envoyé des petits sachets pour le chat, donc je nourris gratuitement le chat de la voisine. Elle fait toujours des trajets entre le sud pour des raisons de santé. Et donc je m'occupe du chat. Vous voyez. Et on va voir, elle s'appelle Cannelle, la chatte en question. Et on va la nourrir. Et vous allez, pour les nouveaux abonnés, vous allez voir que ça fait partie des petits rituels ou des habitudes auxquels d'autres sont habitués, parce qu'effectivement, souvent je filme cette séquence-là pour humaniser, pour mettre de l'humain dans tout ça. Parce qu'il faut de l'humain. Et que les animaux, ça apporte quelque chose de sain. Et puis pour la musique, parce qu'il y en a qui m'ont dit, alors là je vais mettre une séquence musicale. Il y en a qui ne supportent pas que je mette de la musique. Enfin, il y en a. J'ai eu deux ou trois commentaires. Arrêtez votre musique, mettez pas de musique. Alors, faut dire que la musique, j'en abuse pas, je le mets juste en introduction et en conclusion. Et j'essaie de choisir des séquences musicales. Évidemment, c'est pas du rap. Alors je suis désolé, c'est pas du rap, mais voilà, c'est de la musique classique en général, ou des musiques légères, douces. Donc je vais continuer à mettre des musiques, parce que figurez-vous que c'est ma chaîne et que je fais un peu ce que je veux, quoi. C'est l'avantage d'être indépendant, c'est que après, ceux qui n'aiment pas, ils s'en vont. Ceux qui aiment, ils restent. Vous voyez, c'est tout simple, c'est tout bête. YouTube, c'est comme ça. Il y a ceux qui aiment, qui adhèrent, et ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas et qui s'en vont. Il n'y a aucune obligation de regarder ma chaîne. Aucune. Et si ça ne plaît pas la musique, vous allez écouter le rap. En ce moment, il y a des chansons de rap qui vous plairont sûrement. Donc, fini la plaisanterie. Place à la musique. Ah bah voilà, elle attend. Elle attend. La petite Cannelle. Elle attend. Oh là là, alors là, elle est habituée, hein. Oh là là. Elle est fidèle. Hein? Eh oui. Eh ben oui. On va venir te donner bon à manger. Hein? Eh oui. Allez, en route. Ah, dis donc, elle est contente de me voir. Bah oui, elle est toute seule. Elle s'ennuie. Mais oui. Mais oui, on y va. Bah oui. Eh oui. Elle est bavarde. Hein. Allez, hop. Elle a hâte d'aller à sa gamelle. Hein. Ouh là là. Elle en avait la faim. Eh oui, eh oui. Allez, on y donne manger. Ah, eh oui, eh oui. Oh là là, oh là là. Affamé, affamé.
Ah, dis donc, je t'ai attendu, hein. 2 pieds fermes. Et bah, là, elle va se régaler, là. Ah oui, la pauvre, puis elle s'ennuie toute seule. Chaque fois, c'est la même chose, quoi. Ah, c'est pas facile, la vie, hein. C'est pas facile. Eh oui, ça a besoin de compagnie, les animaux aussi, comme les humains. Alors, je vous reprends. Voilà. En visuel. C'est parti pour c'est parti, bon kiki. Alors, j'ai utilisé le mot ragoûtant. C'est vrai que je fais une inversion. Ragoûtant, ça veut dire que c'est bon. Puis, je sais pas pourquoi dans le langage on utilise ragoûtant pour désigner quelque chose de mauvais. Ah, c'est ragoûtant. Et en fait, il y a une inversion de sens. Je pensais que ragoûtant, ça voulait dire dégoûtant. Mais non, au contraire. Peu ragoûtant, ça veut dire pas bon. Ragoûtant, ça veut dire bon. Vous voyez? Voilà, c'est corrigé, c'est fait. Il y a un ancien officier supérieur de l'armée de terre qui m'a complimenté pour ma vidéo. Je le remercie. Je lui fais un petit clin d'œil. Un autre qui est des forces spéciales, qui a dirigé des forces spéciales à l'étranger. Je vois qu'il y a du beau monde qui regarde ma vidéo, des gens de qualité, des gens qui ont le sens du sacrifice. Et ça me fait vraiment plaisir parce que ça prouve qu'on est tous inégaux par nos vies, par nos expériences, mais qu'en fait, ce qui nous unit, c'est la France. C'est notre pays qui nous rassemble. Alors même si on est des Gaulois, et même si on a les défauts de nos qualités, comme on dit, c'est-à-dire on est assez individualiste et assez, comment dire, on n'est pas très collectif, on aime les divisions, les querelles de clochers, mais la contrepartie, c'est qu'on a un esprit critique et qu'on a un esprit qui travaille et qu'on ne se laisse pas enfumer. Ça, c'est le gros avantage qu'on a, nous les Gaulois. Alors, oui, il y a une partie qui est lobotomisée, il y a une partie qui est conditionnée, on le sait, mais malgré tout, parce que malgré les moyens énormes de propagande utilisés pour assommer le peuple, le dominer intellectuellement, le façonner, je dirais, mentalement, malgré tout, il y a une forte proportion de Français qui ne se laissent pas manipuler, qui ne se laissent pas, comment dire, guider ni influencer. Et ça, c'est le bon côté du Gaulois. Vous voyez, ça, c'est l'avantage. Alors, comme tout, il y a toujours revers la médaille. Il y a le bon côté, c'est ça, l'esprit critique, côté esprit qui ne se laisse pas dominer facilement. Par contre, au niveau solidarité, au niveau communautaire, au niveau des alliances, c'est un peu plus compliqué, surtout à droite. Mais à droite, on a plus l'esprit critique qu'à gauche. C'est ce qui explique aussi qu'on a plus de difficultés à être solidaire et à s'unir. À gauche, c'est des moutons. On le voit, à gauche, ils marchent comme un seul homme derrière le communisme, avec des variantes, certes, mais ils sont tous les mêmes, quoi. Ils ont tous un fond d'autoritarisme. Ce sont des gens qui ont besoin de gourous. On voit bien Mélenchon, c'est leur gourou. Ils ont besoin toujours d'un beau gourou. Et ils suivent comme des moutons le gourou. Ils ont peu d'indépendance d'esprit et peu d'esprit critique parce que ils sont influencés par leur affectif beaucoup. Ils raisonnent pas, ils sont dans l'affectif à gauche. Et il ne faut pas être toujours dans l'affectif. Parfois, il faut avoir une forme de relation froide aux événements, pour mieux les contrôler ou mieux les analyser. Que l'esprit, évidemment, ça nécessite une sorte de détachement qui semble un peu parfois de la froideur, mais c'est pas de la froideur, c'est qu'on est obligé de se détacher d'une situation pour bien l'analyser. Parce que si vous êtes toujours dans l'affectif ou l'émotionnel, c'est là que vous faites des conneries. Ça, vous pouvez vous rendre compte dans votre propre vie. À chaque fois qu'on fait une connerie dans notre vie, c'est qu'on a certainement mal analysé la situation. On l'a fait, on a pris des décisions, souvent avec notre côté affectif, émotionnel, le pathos. Mais quand le pathos domine, c'est pas bon.
Et à gauche, ils ont le pathos. C'est pour ça qu'ils ont le sentiment d'être dans le camp du bien, parce qu'ils sont dominés par leur pathos, et ils pensent que le pathos doit réglementer tout. Ça conduit à des Stalines, ça conduit à des dictatures, ça conduit à des régimes totalitaires, sanglants, parce que le pathos, évidemment, les gens qui sont guidés que par le pathos, ils sont en quelque sorte des terroristes du bon sens, du terroriste de la qualité d'âme. Ce sont des gens qui sont dénués de tout équilibre mental et intellectuel aussi. Et c'est pour ça que il faut toujours se méfier des gens qui sont dans le pathos et qui raisonnent et qui utilisent des arguments qui sont reliés au pathos. Ils sont toujours dans l'erreur, toujours. Il faut une certaine froideur, une certaine distance. Ce qui ne veut pas dire ne pas avoir de sentiments ni de cœur, mais c'est une autre affaire, savoir du cœur. C'est une autre affaire. Et c'est là qu'il faut bien. Vous savez, aider ses amis, ça ne veut pas dire être dans le pathos. Ça veut dire parfois savoir aussi savoir dire non, savoir conseiller objectivement et ne pas les entraîner dans une erreur parce qu'on est guidé par notre empathie ou notre pathos, je dirais. L'empathie c'est bien, mais c'est toujours pareil. Tout cela c'est une question d'équilibre. Et le problème chez les gauchistes, c'est qu'ils ont un gros problème, c'est qu'ils sont très déséquilibrés. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux ont des addictions. Addiction, soit la drogue, l'alcool ou le sexe, mais beaucoup plus qu'à droite. Il y a une forme chez eux de pathologie constante au niveau des comportements humains. Et on le voit, ils ont pas de structure. Et ça se ressent dans leur famille. Souvent, ils ont des familles, c'est assez chaotique. Et leurs enfants, souvent, ont des gros problèmes parce qu'ils n'ont pas su éduquer leurs enfants. Moi, je vous dis ça parce que j'ai rencontré des gens de gauche, des socialistes, tout ça. En général, les gamins, ils n'ont pas de structure, ils sont mal éduqués. En tous les cas, ils n'ont pas été bien éduqués pour la vie. Et il leur manque beaucoup d'éléments pour justement affronter une vie où on doit trouver l'équilibre entre le travail, la méditation, la spiritualité, et puis aussi l'intellect, le mental. Donc le cœur, le mental, oui, et puis le courage physique, le courage, l'honneur, la force du travail, l'acharnement de bien faire, ça c'est important aussi. Toutes ces qualités-là, ils ne les ont pas. Donc du coup, ça donne des gens souvent parasites. Et gauchistes, vous verrez, souvent, ils sont fonctionnaires, voire salariés ou allocataires. Ils ont toujours des techniques pour essayer de travailler le moins possible et de profiter au maximum de l'argent des autres. Quand j'en ai fréquenté, en général, ils aimaient plus être invités que eux-mêmes d'invités. Ils aiment être invités parce que c'est celui qui invite qui travaille, qui prépare le repas, qui fait les courses, tout ça. Mais eux, en général, ils sont moins... Ou alors, ils vous invitent, mais ils vous demandent d'apporter un plat. Donc du coup, c'est toujours comme ça. Il y a toujours un déséquilibre dans les relations avec les gauchistes. Toujours. Enfin, ils ont des qualités, c'est qu'ils savent ils ont quand même des qualités, c'est qu'il faut reconnaître qu'ils savent s'unir, vivre ensemble. Ils ont une forme de fraternité apparente. Je dis bien apparente, parce qu'en fait, ils se détestent entre eux en général, mais ils donnent le sentiment, malgré tout, ils savent s'unir contre un ennemi. Ils ont besoin d'un bouc émissaire. Alors, est-ce que c'est une qualité ? Dans un sens, leur côté fraternel, union, tout ça donne envie parce qu'on les voit, ils savent s'unir, se réunir, se fédérer. Ils ont un pouvoir de fédération que n'ont pas forcément les gens de droite. Mais par contre, pour qu'ils se fédèrent, ils ont besoin d'un bouc émissaire. René Girard en parle. Ils ont besoin d'exorciser en eux leur mauvaise conscience et de désigner le bouc émissaire. Alors, on voit qu'à gauche, l'antisémitisme, c'est simplement une forme de bouc émissaire dont ils ont besoin. Et c'est pour ça que la gauche a toujours été antisémite, c'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle le fait sans complexe, parce que les tabous sont tombés et les narratifs ont changé.
Mais le tabou de gauche, l'antisémitisme de gauche, il est accepté par les médias. Il n'y a que l'antisémitisme de droite qui a été plus ou moins instrumentalisé par la communauté juive pour justement orienter sa politique en faveur d'Israël. Il y a aussi ça. Donc tout ça, c'est des combines, vous voyez. Mais on peut dire que l'antisémitisme de gauche, c'est vraiment un antisémitisme qui date pas d'aujourd'hui, qui date de très loin. Et aujourd'hui, il est décomplexé. Et en fait, ils ont trouvé avec Israël et la Palestine, ils ont trouvé le moyen d'instrumentaliser cette guerre, ce conflit entre Israéliens et Palestiniens pour exercer leur influence auprès des couches populaires musulmanes, des émigrés ou des Français issus de l'émigration, pour essayer de les associer à des victimes et d'exploiter ainsi leurs victimes, d'exploiter ainsi la victimisation de ces gens-là afin de les rallier à leur cause qui en finalité consiste à avoir le pouvoir et à pouvoir justement exercer sur certaines personnes une répression qui est en train de voir le jour. C'est-à-dire on voit bien que la gauche est en train de devenir violente, intolérante vis-à-vis d'une part des juifs qui sont à nouveau leur cible et qui va leur servir de bouc émissaire. Il leur faut toujours un bouc émissaire, les gauchistes. Puis là, ils ont l'extrême droite, le fascisme. Ça leur sert énormément de gonfler absolument l'ennemi, de le stigmatiser pour en faire également. Ils vont associer extrême droite, juifs bientôt, en disant, vous voyez, les juifs sont en train de voter au Rassemblement national, donc c'est l'extrême droite, c'est le fascisme. Israël, c'est le fascisme. Et donc vous, les musulmans, les émigrés, vous êtes victimes du fascisme sioniste, et vous êtes victimes aussi de racisme, et vous avez besoin de nous, révolutionnaires, pour foutre en l'air ce système et éradiquer cette population-là, et nous prendre le pouvoir. Et ils prendront ainsi le pouvoir, et ce sera eux qui deviendront les nouveaux maîtres d'une population instrumentalisée, et continueront. Et tout ce qu'ils veulent, en fait, à gauche, c'est prendre la place des gens qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir. Ils veulent que ça, parce que ce sont des matérialistes. Ils n'ont aucune spiritualité. Et en arrière-fond, ce sont des matérialistes, et en général des satanistes, parce que en réalité, ils ont en eux ce besoin de détruire, de salir, et ils ont le goût du lait. Ils n'ont pas le goût du beau. Ils ont toujours le goût du lait. C'est pour ça que les villes qui sont remportées par la gauche, vous avez remarqué, elles deviennent laides. C'est-à-dire qu'ils font toujours des choix vers la laideur, des choix artistiques vers la laideur. Tout est laid chez eux. Et en général, chez les gauchistes, c'est laid. C'est sale en général aussi. Et les villes de gauchistes deviennent ça devient des cloaques de merde, quoi. On voit Rouen, moi j'ai vu Rouen qui était une belle ville sous le canoë, ça s'est totalement dégradé, il y a des punks à chiens, c'est dégueulasse, c'est la gauche. Paris devient une espèce de poubelle, c'est des égouts, ça devient un égout à ciel ouvert, Paris, mais ils aiment ça les gauchistes, ils pataugent dans la merde, ils sont heureux, tout ce qui est merde et tout ce qui est dégueulasse, ils aiment ça. Donc il y a un côté, je dirais maudit, satanique, diabolique, tout ce que vous voulez, qui les entraîne toujours vers le bas. Eux, ils sont tirés vers le bas, jamais vers le haut. Ils ont un refus de la grâce, ils ont un refus de la beauté, ils ont un refus de la civilisation, je dirais, qui élève l'homme. Ils sont habités par le désir de détruire, de saccager et de tirer tous les hommes vers le bas. Donc c'est pour ça que les pauvres musulmans qui se laissent instrumentaliser par ces éléments-là, ils vont en payer le prix parce que ils sont entraînés vers le bas, et on sait très bien que plus ça va aller, plus ça va se dégrader, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, à un moment donné, ils vont s'autodétruire eux-mêmes. Voilà, c'est ce qui se passe dans toutes les révolutions menées par la gauche satanique, et c'est ce qui se passera. Je dis satanique exprès parce que c'est imagé, mais il y a de ça, je vous assure, il y a de ça. Et donc, les enjeux sont là. Alors, évidemment, dimanche prochain, tout va se jouer là. C'est-à-dire qu'on essaie, il y a une forme de propagande pour essayer de dire que les forces sont en train de s'inverser, mais c'est pas perdu pour le Rassemblement national, c'est pas forcément perdu.
pas évident, on ne sait pas. Peut-être que les gens, finalement, dans l'isoloir, vont prendre une autre décision que celle attendue par les journalistes. On a bien vu, avec le référendum pour l'Europe, à quel point il y avait une propagande pour l'Europe et que les gens, finalement, à 55%, ont voté contre l'Europe. À chaque fois, il y a une forme de manipulation des médias pour essayer de décourager les gens ou les influencer. Bon, ça marche plus beaucoup, ça. Les gens ont compris. Alors voilà. La petite Thévenot, la porte-parole du gouvernement, figurez-vous qu'il lui est arrivé quelque chose. Alors elle était là, à l'extrême droite, hein, c'est les méchants, ils sont violents, ils se disent racistes, ceci, cela, toujours extrême droite. Et puis elle dit mais non, il n'y a pas de lien à faire avec la violence et l'immigration, surtout pas. Et puis elle est à Meudon, vous savez, fait campagne à Meudon, elle croyait qu'elle était à Meudon, vous savez, c'est quand même riche Meudon, c'est classe, c'est huppé comme banlieue. Mais il y a quand même de la racaille qui traîne, comme partout d'ailleurs. Et il y a 20 individus, 20 racailles, issus de je sais pas, issus de quoi? Issus de l'immigration? Non, j'en sais rien. Est-ce qu'on a les noms? Est-ce qu'on a des sources? Oui, ça filtre en ce moment les sources. On va dire des chances pour la France, c'est mieux. Et donc, il y a 20 chances pour la France qui ont massacré un des colleurs d'affiches de Thévenot. Ou alors on va chercher mon nom de jeune fille que je ne cache absolument pas. Je m'appelle Priska Balasso Bramanen et je suis mariée et donc je porte le nom de mon mari Thévenot. J'ai absolument pas honte de qui je suis, au contraire j'en suis très fière. Je suis binationale et franco-mauricienne. La seule île sur laquelle j'ai vécu, elle s'appelle l'île de France et donc j'y suis. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire de la récupération politique pour éviter que le Rassemblement national arrive au pouvoir en disant ça? Non, c'est pas de faire de la récupération politique que de rappeler la réalité que nous vivons sur le terrain au quotidien. Que quand je dis nous, c'est de nombreuses personnes, de femmes et d'hommes qui n'ont pas le stéréotype physionomique que voudrait nous laisser avoir Marine Le Pen. Le Rassemblement national dit que ça n'a rien à voir avec eux et que rien ne prouve que cette libération de la parole raciste que beaucoup de gens ressentent est liée au Rassemblement national. Non, mais ils nous prennent vraiment pour des cons. Hein. Non mais pardon, stop un moment, il faut arrêter. Qu'ils arrêtent de tourner en rond, là ils finissent par tomber par terre et d'ailleurs ça s'est vu sur les investitures qu'ils ont menées pour cette campagne des législatives. C'est chaque jour une monstruosité, profil par profil, profil après profil. Et moi je le dis encore une fois, c'est vraiment les responsables politiques que je pointe du doigt, c'est eux qui participent à libérer cette parole. Nous avons une des personnes investies dans le camp du Rassemblement national pour les législatives qui justement m'a dit de rentrer sur mon île. Voilà, fin, point de l'histoire, ils vont pas m'expliquer qu'elle veut m'envoyer en vacances. On arrête de nous prendre pour des... On a pu avoir accès à un document, le rapport d'intervention des policiers, et au moment où ils arrivent hier soir à Meudon sur les lieux, eh bien, la suppléante de Priska Thévenot est assise sur le trottoir, elle est en pleurs, le militant Renaissance est à côté, il se tient la tête et Priska Thévenot va expliquer aux agents qu'ils finissaient de coller des affiches sur les panneaux électoraux et qu'ils étaient sur le point de partir quand deux femmes ont commencé à les prendre en photo et un homme a alors arraché une des affiches, refusant de la rendre avec un comportement agressif, verbalement et physiquement, selon le récit de la ministre aux policiers. Il aurait ensuite dit à une de ces femmes qui avait pris les photos, je cite, « Sur le Coran, appelle tout le monde ». L'homme s'est ensuite éloigné avant de revenir avec une vingtaine de jeunes, décrits eux aussi comme agressifs par Priska Thévenot. C'est à ce moment que l'homme en question est suspecté d'avoir frappé le militant Renaissance avec une trottinette. Il l'a frappé au visage, un coup si fort que les policiers sur place ont constaté qu'il avait la mâchoire déformée au point de ne plus pouvoir ni parler ni ouvrir la bouche. Au début de l'altercation, la ministre a eu la présence d'esprit d'appeler sa suppléante pour venir les aider. Cette femme est arrivée en klaxonnant pour faire fuir les assaillants, mais l'individu, là encore le plus virulent, a mis un coup de trottinette dans son pare-brise avant de la frapper, elle, au bras avec le même engin. La suppléante et le militant Renaissance ont également expliqué qu'à ce moment-là, ils ont aussi reçu des coups de poing et des coups de pied. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur le profil de ces jeunes qui ont
provoqué cette agression? Alors plus précisément de l'homme le plus virulent, puisque les victimes ont pu décrire cet agresseur, un homme qui est également visible sur certaines des vidéos tournées par des témoins, selon nos informations, et qui a été identifié par la police comme un individu de 20 ans, un homme déjà bien connu de leur service, c'est ce qui leur a permis de le reconnaître. Il a été interpellé chez lui dans la foulée, et puis 3 autres jeunes qui sont mineurs ont aussi été arrêtés. Ils ont 15, 16 et 17 ans. Les 4 suspects sont domiciliés à Meudon. Précisons que l'enquête est ouverte pour violence en réunion avec arme et violence sur un élu en réunion et avec arme par destination, en l'occurrence la trottinette. Issus de l'immigration? Non, j'en sais rien. Est-ce qu'on a les noms? Est-ce qu'on a des sources? Oui, ça filtre en ce moment les sources. On va dire des chances pour la France, c'est mieux. Et donc, il y a 20 chances pour la France qui ont massacré un des colleurs d'affiche de Thévenot. Ah, il a envoyé une trottinette dans la gueule et la mâchoire défoncée. Mais je ne sais pas si elle va porter plainte parce que ça va donner raison encore aux méchants d'extrême droite qui désignent l'immigration comme ou les jeunes issus d'immigration comme des fauteurs de troubles, certains en tous les cas, en disant qu'il y a un problème quand même avec cette immigration, avec ces jeunes racailles qui sont issus de familles qui n'ont pas éduqué leurs enfants. Ah, ça, je ne sais pas si elle va le porter plainte parce que ça va encore donner de l'eau, apporter du lot au moulin au Rassemblement National, donc peut-être qu'elle va retirer sa plainte, même si son colleur ou sa colleuse d'affiches a été massacrée. Mais vous voyez, ça la fout mal quand même pour quelqu'un qui désigne toujours l'ennemi comme étant le Rassemblement National et qui se fait attaquer par 20 racailles. Bon, c'est vrai que ce genre de faits divers nous apporte une petite satisfaction. On aime bien quand les donneurs de leçons, comme Bernard Tapie, quand il s'est fait massacrer par deux Algériens qui lui ont dit « arrête au cinéma, on marche plus dans la combine », bon bah là, ça a fonctionné. Le fils, maintenant, il vote Rassemblement National, le fils de Bernard Tapie. Ils comprennent certains, pas tous, mais ils comprennent que ça peut leur arriver de se faire casser la gueule. Et les gars, les loustiques, ils rigolent pas, ils t'envoient une trottinette dans la gueule, tu vas à l'hosto direct, tu te retrouves à vie avec une mâchoire défoncée, avec plein de problèmes, parce qu'il y aura des effets secondaires évidemment d'une telle intervention chirurgicale. Ça, on n'en parle jamais, mais traumatisme, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas mal quand ces gens-là sont quand même touchés. Jusqu'à présent, il y en a pas mal qui sont touchés. Mais là, si dimanche, l'alliance de Macron avec la faune et les filles, parce qu'on peut appeler ça une faune, déjà les premiers qui vont prendre, c'est les juifs. Ah, les juifs. Et pourtant, Dieu sait, je le répète, mais Dieu sait s'il y a eu beaucoup d'intellectuels juifs qui ont stigmatisé le Front National, plus le Rassemblement National, en disant qu'il fallait être ouvert. N'oubliez pas que Julien Drey, il était un des fondateurs de Touche pas à mon pote, donc eux, ils voulaient le vivre ensemble, ils voulaient faire entrer de l'immigration musulmane, et tout ça. Bon, bah, aujourd'hui, ils en payent un peu le prix de leurs élites. Alors, et tous, maintenant, ils votent Rassemblement National, mais c'est un peu tard pour eux. Donc si, et comme les musulmans pensent et sont persuadés que leur avantage, c'est de voter Mélenchon, il y en a beaucoup qui vont aller voter Mélenchon. Donc peut-être que dans la balance, l'LFI va gagner les élections, et donc s'ils ont le pouvoir, c'est open bar. Les Juifs, il faut qu'ils partent, il faut qu'ils aillent... ils vont aller retrouver Trump qu'ils n'aiment pas, que personne n'aime, mais ils vont bien être contents d'aller aux États-Unis comme avant la guerre, parce que finalement, ils s'aperçoivent que le vivre ensemble, et ben, ça marche pas le vivre ensemble, mince alors, ça marche pas, et pourtant ils y ont cru. Et ils votaient tous à gauche avant les Juifs. Donc là, c'est embêtant, ils votent Rassemblement National, mais c'est un peu tard pour vous réveiller. Et il y a encore chez eux des indécrottables qui ne veulent pas voter, qui veulent, comme DSK, qui veulent pour LFI. Mais lui, DSK, il n'en a rien à foutre des petits juifs. Lui, ce qu'il veut, c'est être dans son riad, à coquiner avec les Marocains là-bas. Les Marocains, je ne sais pas ce qu'ils font avec lui, ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, ils ont encore, vous avez Jacques Lang, vous avez toute la clique, là, qui évidemment... sont pour le vivre ensemble, mais on n'a rien à foutre du petit juif qui, dans son quartier, est en train d'être terrorisé par la racaille du coin, parce qu'il est juif. Ah, il découvre que les musulmans, que certains musulmans, mais il y en a pas mal quand même, sont antisémites, qui n'aiment pas les juifs. Écoutez, moi j'ai travaillé à Trappes dans une auto-école, je vous en ai déjà parlé, et j'ai été employé, et j'ai travaillé qu'avec des jeunes musulmans.
à l'époque, il y a 20 ans, ils étaient tous antisémites. Hein. Ils ne pouvaient pas encadrer les juifs. Ça, ils le disaient ouvertement entre eux. Mais à l'époque, je connaissais beaucoup de juifs qui étaient pour qu'on en apporte encore plus. Attends, j'arrête. Bon, je me suis arrêté pour causer avec mon voisin. Et ça fait 1 heure que ça dure. Donc du coup, bah, je sais même plus ce que je disais sur ma vidéo. Je pense que je parlais de Thévenot. Thévenot qui s'est fait agresser par des chances pour la France, je crois. Et bah, je me dis, bah oui, c'est comme ça. Hein, c'était la bonne nouvelle du jour, au moins. Elle aura compris ce que c'était que les méchants, les gentils chances pour la France et le méchant Rassemblement National. Hein. Il faut que ça arrive à tout le monde. Oui, j'avais parlé du père de Bernard, de Bernard Tapie et de son fils qui maintenant votait Rassemblement National, étant donné qu'il disait que son père avait raison. Le père, Jean-Marie Le Pen avait raison par rapport à son père qui finalement s'est mis le doigt dans l'œil. Bah, il faut espérer que les Français, il va y avoir une contamination et que les Français comprendront, mais il sera trop tard à mon avis. C'est le problème. Bon, là, je rentre rapidement chez moi parce que je suis... il est temps, hein. Il est temps. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.